Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette première table ronde. Je suis Carole Ponsard, je suis chargée de mission export vin chez Haddock. Et donc aujourd'hui, cette première table ronde aura pour thème salon en ligne, en présentiel et demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous tout d'abord Anaïs Laborde. Vous êtes directrice commerciale chez Hopwine. Vous organisez des événements digitaux pour animer le marché professionnel des vins et spiritueux. Nous avons également avec nous Valérie Lemans. Vous êtes directrice générale adjointe opération chez Space Organisation. Vous êtes spécialisée dans la gestion d'événements dédiés au bio, au bien-être, à l'art de vivre et au développement durable. Et nous avons également avec nous Olivier Darras. Olivier, vous êtes directeur associé chez Break Events Group. Vous êtes également spécialiste de l'organisation d'événements professionnels des vins et spiritueux, notamment en Asie, où vous êtes fortement implanté. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à échanger autour de cette table ronde ? Tout d'abord, un constat qui est que depuis la crise Covid-19, les accès aux frontières sont devenus difficiles, les déplacements compliqués et les protocoles sanitaires démultipliés. Alors, de nombreux salons internationaux, ces moments de prospection privilégiés où retrouver ses clients et travailler son réseau, n'ont pu avoir lieu pour la plupart. De nouveaux formats dits digitaux ont fait leur apparition et on peut se demander quels sont les enseignements, les succès, les échecs à en tirer, quels sont les changements qui vont perdurer et quel est en somme l'avenir des salons et de leur format dans le cadre de la prospection commerciale. Donc nous allons tenter de répondre aujourd'hui à ces différentes questions avec nos intervenants. Alors, je vais commencer par vous poser la question à chacun d'entre vous, à savoir qu'est-ce que vous avez mis en place durant cette période dite privée du présentiel. Par exemple... Tout le monde se retourne vers moi. En fait, nous, on n'existait pas avant le Covid. Hopwine est né... le projet était déjà dans les tiroirs depuis un moment, mais on est vraiment né sous l'ère Covid, on va dire, et on a vraiment été propulsé par cette crise sanitaire. Donc, nous, on s'est plutôt adapté, mais on a adapté notre produit dès le départ. C'est-à-dire qu'on a construit l'idée, on a construit le salon pour être digital et pour vraiment s'adapter à cette problématique qui était pas de déplacement, pas de rencontres physiques et l'envie quand même de continuer de faire du business, quoi. Voilà, pour les producteurs. Alors, concernant notre expérience, donc nous, nous sommes organisateurs de salons. Donc, notre métier, c'est de mettre en relation physiquement une offre et une demande pendant un temps déterminé, comme tout le monde le sait. Donc, on s'est retrouvé confronté à une situation qu'on a partagée avec l'ensemble des sociétés qui sont dans la même situation que nous. Donc, on a dû réagir évidemment extrêmement rapidement, puisque sur les 30 salons que nous organisons à l'Aspace, à peu près 10 se sont tenus en 2020. Donc, ça a été une situation assez rocambolesque. À partir de là, on a évidemment réfléchi à une proposition digitale pour pouvoir permettre de maintenir ce lien entre des visiteurs qui ne seraient plus là physiquement et des exposants qui avaient besoin de les rencontrer néanmoins. Donc, on a réagi en travaillant des propositions digitales, donc des salons digitaux, des contenus digitaux. Donc, on s'est largement amélioré au fur et à mesure que le temps a passé. Mais je crois qu'on va revenir tout à l'heure un petit peu sur les choses à faire, les choses à moins faire et ce qui a été couronné de succès ou un peu moins. Voilà, mais en tous les cas, nécessité fait loi et on s'est aperçu que la mise en place de ces propositions-là, au final, apporte beaucoup d'expériences positives et ça va perdurer effectivement sur certains sujets. En ce qui concerne Break Events, nous sommes organisateurs d'événements professionnels pour la filière vin et spiritueux. Donc on a différents formats d'événements et nous avons adapté un de nos formats qui est la convention d'affaires. Donc système de rendez-vous préprogrammé, sachant qu'on maîtrisait déjà l'aspect logistique et l'envoi du produit sur une zone donnée en présentiel.
on a finalement fait le même format en recrutant des importateurs dans un pays, dans une ville donnée, en envoyant les vins en amont et en permettant aux producteurs, via une solution digitale, de faire des rendez-vous préprogrammés via des tablettes, en restant dans leur domaine et en rencontrant toutes les 30 minutes un importateur différent, avec à chaque fois des rendez-vous validés. Donc c'est un de nos formats finalement que nous avons adapté. Et aujourd'hui, nous avons réalisé 12 sessions de ce type d'événement, de ce format d'événement. Très bien. Est-ce que je peux vous demander peut-être quels étaient pour vous les enjeux au final à travers cette période privée du présentiel? Quels étaient les enjeux en fait qui vous ont poussé à innover en termes de format, à créer ce type de nouveaux contenus? Nous, les enjeux, c'était de garder malgré cette distance, malgré cette problématique, on va dire, de ne pas pouvoir se voir, c'était pouvoir de vraiment garder cet aspect produit, parce qu'on est quand même, nous, sur un aspect vin, et on a besoin de le déguster, et les acheteurs ont besoin de le connaître, etc. Donc, nous, notre problématique, c'était la problématique centrale, c'était de garder le produit. Et on a réussi à le conserver et à le faire voyager grâce à l'innovation de Vinovae qui sont les cofondateurs de Hopwine et qui nous ont donné cette technologie et qui est donc de reconditionner les vins en vinote et tout en gardant toute leur qualité organoleptique de dégustation et aussi pour pouvoir mieux voyager puisque on est sur des formats en PET recyclables, légers, ce qui nous a vraiment facilité la tâche en termes d'envoi à l'international, mais aussi en termes de dégustation sur place ensuite auprès des acheteurs internationaux. Alors, nous concernant, les enjeux étaient, comme je le disais tout à l'heure, vraiment de maintenir le lien entre les acteurs des filières qui sont couvertes par les salons qu'on organise. Et après, les enjeux sont différents en fonction des salons qui sont considérés. Par exemple, nous sommes les organisateurs avec Ad-Hoc du salon Medfel, donc pour le compte de la région Occitanie. C'est un salon qui malheureusement n'a pas pu voir le jour ni en 2020 ni en 2021. Donc là, l'enjeu, il était très important, il était double. Il était d'une part de continuer à faire en sorte que la marque Medfel existe, perdure, et que le lien ne soit pas coupé entre les acteurs de la filière. Ça, c'était absolument fondamental pour pouvoir préparer 2022 et ne pas laisser un vide, alors je vais dire sanitaire sans vouloir faire de jeu de mots, mais de ne pas laisser un vide sur le sujet. Et on y est pas mal arrivé, donc on verra comment tout à l'heure. L'autre enjeu pour un autre salon qui est Natexpo, donc qui est un gros salon professionnel pour l'ensemble des acteurs de la filière bio qui se tient en France, mais qui est un salon international, c'était de pouvoir permettre aux visiteurs internationaux qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer sur le salon, néanmoins d'être toujours en contact avec les exposants et inversement, d'avoir accès à des informations brutes pour pouvoir continuer leurs échanges et continuer leur collaboration. Après, Natexpo, c'était un petit peu différent parce qu'il a eu lieu en 2020. Donc, la proposition digitale qu'on a faite était vraiment majoritairement à destination des visiteurs internationaux. Et puis après, pour nos exposants grand public, on va dire, qui pratiquent la vente directe, on a une autre proposition qui, elle, a démontré sa très, très grande efficacité, notamment pendant le confinement, qui est une marketplace qui s'appelle Sevelia et qui a permis donc aux uns et aux autres de continuer à générer des ventes. Sevelia existe depuis 2015, mais on a vu une explosion réelle de l'efficacité de ce format pendant la période. Voilà, donc en fait, on a chaque fois des enjeux différents, mais le digital a été la réponse commune à tout ça. Alors, moi, je dirais qu'on a des enjeux effectivement communs. Il y a le premier enjeu dont a parlé Anaïs, puisqu'on est dans le même secteur, qui sont les vins et spiritueux. Donc, l'enjeu était de conserver la dégustation du produit, ce qui est important dans nos types d'événements. Le deuxième enjeu, effectivement, c'était de garder le lien pour nos producteurs avec leurs clients potentiels, et nous, particulièrement sur le grand export, puisque, comme l'a dit Carole, quand elle a présenté Break Events, on a des implantations en Asie. Et enfin, le troisième enjeu, on a réfléchi sur un événement digital qui pouvait se rapprocher le plus d'un événement physique. Et donc, on a trouvé la possibilité d'envoyer donc les vins
tels que les importateurs les dégustent sur les salons physiques, c'est-à-dire en pouvant toucher la bouteille, en pouvant déguster la bouteille, et en permettant aux producteurs et à l'importateur d'avoir la dégustation en simultané. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Même si un écran était entre les deux, ça se rapprochait quand même très fortement d'un événement physique. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, une question, je pense, qui va quand même beaucoup intéresser les personnes qui nous regardent aujourd'hui, notamment celles qui se poseraient peut-être la question encore de l'intérêt de s'inscrire sur ce type de format. Quels sont les retours que vous avez obtenus des participants depuis un an à l'ensemble de ces événements digitaux? Quel bilan pouvez-vous en dresser en toute franchise, en toute transparence aujourd'hui? Quels sont les succès, mais aussi les échecs que vous avez pu expérimenter à travers ces initiatives? Alors nous, sur Hopwine, on a à notre actif 5 événements depuis le lancement. Donc le lancement date de mai 2020. C'était le premier Hopwine, celui qui est né du Covid, en plein Covid. Et puis début d'année 2021, on en a fait un tous les mois, janvier, février, mars, avril. Donc 5 événements à notre actif, 3000 acheteurs sur la plateforme à ce jour. 77 destinations desservies et plus de 80 000 échantillons envoyés à travers le monde. Donc, on va dire que c'est plutôt un beau succès. On n'a pas à rougir de nos chiffres. Aujourd'hui, le bilan, clairement, on a des viticulteurs qui ont gardé et entretenu des relations avec l'export. D'autres ont même eu de nouveaux marchés qui sont tombés, alors que ce soit en France ou à l'étranger, parce que Hopwine, c'est la seule spécificité, c'est que ce sont uniquement des professionnels du vin, mais ils peuvent être français ou étrangers. Et vraiment, ce bilan, pour nous, il est plus que positif, parce qu'on a vraiment dans la vocation de perdurer après cette période un peu incertaine, de pouvoir continuer et de qualifier les rendez-vous physiques. C'est-à-dire que la vocation d'Hopwine par la suite, pour 2022, ce qui arrive, ce sera de pouvoir, dans un premier temps, se rencontrer digitalement avec des dégustations réelles, mais par la suite, de se rencontrer physiquement sur les événements qui sont déjà existants, comme Provine, comme Wine Paris. Et ce sera vraiment complémentaire l'un de l'autre. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et pour terminer, vous nous avez demandé quelles étaient les difficultés. Alors, on en a eu une, mais je pense que c'est la même pour tout le monde. C'est la logistique qui est vraiment le gros point noir. Mais qu'on a réussi, grâce à des partenaires vraiment efficaces comme Vignoble Export, à vraiment travailler et du coup à être dans une efficacité vraiment rodée dès le deuxième événement. Voilà. En fait, je rebondis sur ce que tu dis, Anaïs. Je crois qu'on a tous fait le constat qu'on a été vraiment obligés et contraints de mettre en place rapidement ce type de réponse et ce type de proposition, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça va faire partie intégrante de la proposition à venir. On ne va pas lâcher le digital, ça c'est clair, parce que ça nous a permis en tous les cas sur les salons, de faire quelque chose dont on rêvait depuis longtemps. Au final, c'était d'avoir ce continuum et de rester en contact toute l'année, de faire vivre une marque salon toute l'année auprès de sa filière. Ça fait des années que tout le monde se creuse la tête en disant comment on pourrait faire. Là, on a trouvé, et c'est au moins le côté positif. Donc, typiquement, si je prends l'expérience de Natexpo, qui a été le premier à essuyer les plâtres sur le sujet, donc je répète, Natexpo 2020 s'est tenu physiquement. Néanmoins, on avait proposé une troisième jambe digitale pour pouvoir rentrer en contact maintenir le contact avec l'international. Là, si on parle d'expérience pas forcément tout à fait réussie pour une première, c'est qu'on est un petit peu tombé dans le panneau du calquer le salon physique sur un salon digital. Donc, ça veut dire qu'on avait fait une proposition aux visiteurs de rentrer sur un salon qui ressemblait à un salon, donc de rentrer sur un plan et ensuite sur des stands. Simplement, c'était pas très ergonomique, c'était pas très vivant, et je crois qu'on avait oublié peut-être ou laissé de côté le point principal, qui est une vraie mise en contact avec une notion de plaisir et d'humanité derrière. Donc ça, on en a tiré les conséquences, bien sûr. Donc on a décidé ensuite de mettre en place
pareil que toi, des rendez-vous mensuels. Donc, on a lancé les webinaires de Natexpo à partir de mars 2021, qui perdurent et qui courent une fois par mois jusqu'à l'ouverture du salon physique. Là, le format, c'est en fait des tables rondes d'1 heure, 1 heure et demie autour de sujets de consommation, donc tendances de consommation par secteur ou pas, animés par des experts et des journalistes. Et là, on s'est aperçu que, pour le coup, ça a agrégé un nombre très important de personnes, que ça permet aux uns et aux autres de rentrer en contact ensuite. Évidemment, ces webinaires sont en replay et ça permet d'avoir cette approche contenu qui nous est quand même extrêmement chère et très, très importante. Donc, typiquement, la proposition de Natexpo Digital 2022 intégrera ces webinaires de manière systématique, donc avec un rendez-vous une fois par mois. Et c'est aussi le format qu'on a décidé de proposer pour Medfel, puisque l'ADN de Medfel, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs de la filière fruits et légumes d'accéder à des données qui leur permettent à eux ensuite d'avancer en lumière sur les achats, sur comment va se comporter leur marché, avec des prévisions de récolte de fruits et légumes d'été qui sont essentielles pour les acteurs. Donc du coup, on a proposé les mardis de Medfel, qui se sont tenus au mois de mai, donc qui est le mois le plus important pour la filière, en faisant attention à respecter des préalables qui peuvent paraître un peu étranges, mais qui en fait sont incontournables. L'heure de diffusion des mardis de Medfel était très importante, c'était en fin de journée, de telle sorte à ce que les gens puissent continuer à travailler. Les producteurs, en fait, ne sont pas disponibles en plein milieu de la journée. On a fait des formats courts qui étaient articulés en 2 temps, avec les prévisions de récolte en première partie et des tables rondes sur des sujets conso en deuxième partie, avec une petite difficulté logistique et technique aussi, qui n'était pas du gâteau, c'était de trouver un système qu'on a trouvé et qui a très bien fonctionné, de traduction simultanée italien, espagnol, avec des flux entrants et des flux sortants, tout ça à distance, pour pouvoir répondre au fait qu'on avait en face de nous de l'international qui assistait à ces prévisions de récolte. Donc voilà, on est... donc, le côté positif de l'expérience, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était le contenu et la prise directe entre les uns et les autres qui faisait effet. Alors après, je ne sais pas si on m'a parlé de la suite, mais je vais peut-être pas garder le micro trop longtemps. Donc je te laisse la parole. Alors, au niveau de Break Events, on a réalisé notre première édition de Tasty Wines Online en septembre. Et on s'est d'abord concentré exclusivement sur l'Asie, puisqu'on a des bureaux, des localisations sur l'Asie à Shenzhen et à Séoul. Et en fait, l'idée, c'était quand même de permettre aux producteurs de conserver un lien avec le grand export. Donc les premières difficultés que l'on a rencontrées ont été effectivement logistiques aussi, mais qui se sont résolues assez rapidement, puisqu'on avait l'habitude déjà d'envoyer nos échantillons sur les événements physiques. Après, la deuxième difficulté a été sur la partie connexion Internet, puisqu'on était sur on va dire du direct live, et on a en moyenne sur chaque événement une 30aine de producteurs et une 30aine d'importateurs qui sont tous simultanément en rendez-vous. C'est-à-dire qu'on organise entre 150 et 200 rendez-vous par demi-journée, puisqu'avec le décalage, les producteurs commencent le rendez-vous très tôt le matin pour pouvoir être en rendez-vous avec les importateurs asiatiques en début d'après-midi. Alors, les succès qu'on peut mesurer, c'est tout simplement d'avoir nos producteurs et certains producteurs qui ont eu des commandes directement sur les événements ou alors après les événements. Et aujourd'hui, sur ce format d'événement, on pense aussi que c'est des événements qui vont perdurer parce que ça donne la possibilité à des petites et moyennes exploitations, sans être péjoratif, à prospecter des marchés à l'export, au grand export, à moindre coût, et de pouvoir tester leurs vins sur ces marchés-là et de décider éventuellement un déplacement par la suite. Parce qu'on sait très bien qu'un déplacement sur l'Asie est très coûteux, billets d'avion, hébergement, participation à un événement. Là, on est sur un coût qui va être entre 4 et 5 fois moins élevé qu'un déplacement sur l'Asie. Donc on pense aujourd'hui que les Tasty Wines Online de Break Events vont continuer à perdurer dans le futur en complément d'événements physiques. Et récemment, on a décidé également de développer ce même format sur d'autres zones export. Et on a un Tasty Wines Online aux États-Unis le 20 juillet sur New York. Donc un format qui est adapté aussi pour les autres marchés.
D'accord, merci à vous trois. Puisqu'on est justement un petit peu dans ce thème de l'international, est-ce que vous tirez un bilan différent selon les pays, les zones du monde, justement, avec l'adaptation par ce type de formats digitaux? Nous, on va dire que le premier Hopwine qui a eu lieu en 2020, on a eu beaucoup de restaurateurs, enfin tout ce qui était CHR français. On avait énormément de visiteurs de cette catégorie-là. Et sur 2021, les 4 événements qu'on a eus étaient tous pendant le confinement. Donc du coup, les CHR France étaient beaucoup moins présents. Donc ça, c'est la première chose. Et au niveau de l'export, au niveau des destinations, clairement, on a eu vraiment, nous, on a eu 77 destinations qui sont venues sur la plateforme. On a eu 77 pays desservis avec les échantillons. Donc, on ne peut pas vraiment dire s'il y a eu plus des uns ou plus des autres. On a vraiment eu un engouement de la part des visiteurs américains, ça c'est sûr, qui ont beaucoup apprécié le fait de pouvoir recevoir chez eux des échantillons et vraiment de faciliter la rencontre, ça c'est certain. Et on a eu aussi pas mal de tout ce qui est Canada, Ontario, etc. On en a eu pas mal. Et puis tout ce qui était limitrophe à nous, Belgique, Angleterre, énormément l'Angleterre, ça c'est clair. Et puis on a vraiment eu un très beau dessin en termes de fréquentation sur les différentes destinations. Donc on a vu une différence, en tout cas au niveau du marché français, ça c'est sûr, entre les premiers événements et les derniers, où là il y avait un confinement qui était passé entre-temps. Et voilà, en termes d'évolution sur les 5 événements qu'on a pu voir. Ok, merci. Alors nous, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on n'envoie pas de produits. Donc, très clairement, c'est compliqué, c'est même impossible pour moi de répondre à cette question telle qu'elle. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a pu constater, c'est que effectivement, la proposition qu'on a faite et les différentes propositions qu'on a faites nous ont permis de rester en contact avec l'international. Enfin, pas le grand international, mais l'Europe. En tous les cas, ce qui est déjà bien concernant les salons qu'on organise. Typiquement, si je reprends Medfel, on a été, et c'est pour ça qu'on était dans cette obligation de proposer la traduction en espagnol et en italien. On est rentré sur ces territoires-là. Donc, l'objectif initial qui était de maintenir le contact a été répondu. Concernant Natexpo, là, je suis désolée de répéter, mais c'est vrai qu'en 2020, le salon s'est tenu. Quelques visiteurs internationaux sont venus. On a eu un peu d'international en tant qu'exposant. Et là, on s'aperçoit que le maintien de ce lien leur permet aujourd'hui d'avoir une vraie confiance et d'être franchement, fortement présent sur l'édition à venir. Donc, c'est plutôt une belle réponse. Après... voilà, honnêtement, sur l'international, moi, malheureusement, j'ai pas grand-chose de plus à dire aujourd'hui. À part qu'on voit l'arrivée de nouveaux pays qui n'étaient pas forcément présents avec une telle force sur le salon en 2021. Alors, nous, aujourd'hui, on a un retour, en fait, essentiellement sur l'Asie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à développer ce format d'événement majoritairement sur l'Asie. On a déjà des premières impressions sur les États-Unis. Alors, sur l'Asie, clairement, le format a beaucoup plu. Beaucoup plu, pourquoi? Parce que les importateurs sont comme les producteurs. Ils ont soif d'événements. Il n'y a plus d'événements organisés non plus dans leur pays, ou très peu d'événements. Ils ne rencontrent plus de producteurs. Donc, le fait de leur proposer une dégustation réelle leur a beaucoup plu. C'est-à-dire que c'est vraiment un format qui leur permet d'avoir la dégustation, encore une fois, et surtout d'avoir le commentaire du vigneron en face, en direct live. Donc le format a été plutôt bien accepté. Et là, aujourd'hui, ce qui va se passer sur New York, je ne peux pas encore vous le dire aujourd'hui, mais on a déjà plus d'une vingtaine d'importateurs inscrits, et alors, il faut leur refaire toute l'explication en amont, que les vins seront bien présents, qu'ils vont avoir les rendez-vous avec les producteurs, mais a priori, le format est plutôt bien accepté aussi. Après, en termes de pays, si je fais un focus sur l'Asie, on a fait la Chine, on a fait la Corée du Sud, on a fait Taïwan. Si je devais ressortir un pays où ça a extrêmement bien marché, c'est la Corée du Sud. Alors après, c'est lié aussi aux chiffres de marché. Les chiffres d'importation en Corée sont assez exceptionnels sur 2020. C'est qu'ils ont fait plus 25% en volume et en valeur
d'importation sur la Corée. Et puis là, même sur le premier trimestre 2021, ils sont à plus 54%. Ils ont pris les choses en main très vite en Corée. Hein. Dès le début, on a vu les ventes. Ça a un tout petit peu réduit la 2020, mais vraiment rien du tout. Et 2021, ça c'est reparti, quoi. Ce qui a beaucoup changé en Corée, en fait, c'est qu'ils sont passés d'une consommation en restauration à une consommation à domicile. À la maison, ouais. Ce que n'a pas fait la Chine. Non. Et la Chine, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Le marché est beaucoup plus tendu, beaucoup plus compliqué. Ils ont eu un nouvel an chinois très mauvais l'année dernière. Donc, il faut espérer que 2021 sera meilleur. Mais voilà, on a eu de très, très bons résultats sur la Corée du Sud. Très bien, merci beaucoup. Et une question qui va peut-être nous amener sur la prochaine thématique, si je peux dire, à aborder. Est-ce qu'on peut également dresser un bilan en fonction du profil, pas vraiment du profil du participant, mais peut-être de la préparation qu'il y a eu derrière. Est-ce que vous avez vu des différences entre une entreprise qui s'était vraiment très bien préparée pour ce type de salon digital, contrairement à une entreprise peut-être qui serait venue, excusez-moi le terme, mais peut-être un petit peu plus en touriste? Bah, clairement, oui, ça s'est vu tout de suite. Moi, je donne souvent l'exemple, j'ai souvent pour exemple de dire, écoutez, imaginez, vous décidez d'ouvrir votre caveau chez vous, là, au domaine, et puis vous ouvrez vos portes et vous le faites savoir à personne, pas dans le journal, pas de panneau, pas d'indication, rien. Et vous vous étonnez au bout d'un moment en disant, je comprends pas, j'ai personne. Donc, évidemment, c'est la même chose sur le digital. Le miracle du digital, c'est pas juste de mettre un peu d'argent sur la table en disant je vais faire un site ou je vais participer à un événement digital et je vais avoir plein de clients, ce sera merveilleux. C'est une illusion. Il faut travailler, ça c'est sûr. Il faut le communiquer. Il faut dire on est là, on va participer à cet événement, on va faire des rencontres réelles et des dégustations. On va faire des rencontres virtuelles, et des dégustations réelles. Ça c'est voilà, il faut vraiment le communiquer. On a vu vraiment la différence. Nous chez Hopwine, quand le viticulteur s'inscrit, il a ce qu'on appelle un kit média, donc une signature mail qui lui permet presque 2 mois avant l'événement de pouvoir le communiquer dans tous ces mails qui partent dans la signature. Et puis on a aussi des invitations personnalisées qui permettent aux viticulteurs ou aux producteurs de pouvoir envoyer des invitations à des prospects qu'il aurait croisés sur des salons physiques par le passé ou qu'il aurait envie d'inviter directement sur la plateforme. Donc ça c'est le kit média qu'on fournit et on a clairement vu que ceux qui s'étaient donné les moyens entre guillemets de pouvoir les envoyer et de faire la communication autour de ça ont vraiment eu du succès, ça c'est sûr. Et puis quand on a la demande, parce que c'est arrivé aussi, on a certains de nos producteurs qui nous ont demandé de leur créer des visuels, des choses un petit peu plus poussées pour pouvoir communiquer auprès de leur réseau. On l'a fait parce qu'on était là pour les aider et que le but était vraiment que le succès soit au rendez-vous pour tout le monde. Et c'est un projet qui nous tenait à cœur et qui nous tient encore à cœur. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le digital, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il faut être présent sur le digital. Voilà. En fait, moi, je compléterais en disant que c'est exactement, au final, la même logique et la même obligation que pour un salon physique, au final. On s'aperçoit qu'à partir du moment où un exposant sur un salon physique ou sur un événement digital considère que c'est un média au sens littéral du terme et qu'il doit tout activer pour pouvoir être vu, entendu, diffuser les bons messages, utiliser tout ce que l'on met à leur disposition, qui souvent sont des outils qui sont complètement gracieux et compris en tous les cas dans le prix dans le forfait qu'il aurait vendu. C'est vrai que parfois, et on en discutait l'autre jour, c'est un petit peu désarçonnant de se dire mais pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas tout ça? Donc pour moi, c'est pas forcément le salon digital, mais c'est le digital au sens large comme un outil supplémentaire qui permet de renforcer sa présence, sa visibilité et son efficacité. Donc, typiquement, bien sûr, le kit média, c'est super important. On a même poussé le trait jusqu'à créer un document qui s'appelle « Comment réussir votre salon » avec le b.a.-ba de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut utiliser, ce qu'on met à leur disposition, quand est-ce qu'il faut activer divers sujets, etc., etc. On a énormément développé
toute l'approche digitale l'approche digitale, oui, sur les réseaux sociaux pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de diffuser des informations anglais de façon récurrente, portées par les salons et portées par les événements pour décupler la visibilité d'une marque qui expose. Et très clairement, on s'aperçoit que ceux qui jouent le jeu sont mis en lumière, que ce soit sur un salon physique ou pas. Et on sait qu'on a la demande en face, parce que Sevelia, donc la place de marché donc que nous avons lancée en 2015, a explosé pendant le confinement. Donc avec des scores complètement incroyables, des croissances de 250% entre mars 2020 et mars 2019. Donc on s'aperçoit bien que à partir du moment où il y a un besoin, et là le besoin il a été créé par la situation, à partir du moment où en face il y a des consommateurs, mais à partir du moment où les marques qui sont référencées sur Sevelia jouent le jeu en se mettant en avant et en faisant leur promotion et la promotion de leur présence sur cette place de marché, celles-ci fonctionnent évidemment bien mieux que celles qui ne font rien et qui attendent que tout arrive tout simplement. Donc ça, c'est très clairement le b.a.-ba, quoi. Là, je suis assez d'accord. Finalement, il n'y a aucune différence entre le présentiel et le digital. Les deux se préparent. Oui. De toute façon, si on veut faire un bon événement digital, c'est comme un événement présentiel, on doit le préparer. Bon, en l'occurrence, nous, sur le format d'événement que l'on développe sur les Tasty Wines Online, les entreprises sont obligées de travailler en amont, puisque c'est un système de rendez-vous préprogrammé. Donc, elles vont sélectionner les importateurs qu'elles souhaitent rencontrer. Donc, elles sont obligées d'aller voir les fiches de présentation des importateurs, elles sont obligées d'accepter les demandes de rendez-vous, elles sont obligées de préparer le rendez-vous en fonction de ce que recherche l'importateur. Donc, dans notre cas de figure, tout le monde prépare correctement l'événement. C'est une obligation s'ils veulent bien fonctionner. Et tu vois, pardon Carole, mais dans notre cas de figure, alors ça j'entends et c'est super parce que c'est vraiment très pointu, mais lorsque dans le cadre d'un salon physique ou digital, ce qui va être le cas des prochains, parce que les deux propositions vont être maintenues, ces fameux rendez-vous d'affaires existent. C'est une véritable valeur ajoutée qui est proposée aux uns et aux autres. Ils existent depuis maintenant plusieurs années. Alors, le nombre de rendez-vous effectués sur les salons est en croissance assez forte. Néanmoins, on a toujours des exposants qui arrivent à nous dire « mais je ne savais pas que ça existait, c'est dommage », etc. Alors qu'au final, dans le fameux kit média et dans toutes les communications qu'on fait, tous ces éléments sont mis à leur disposition, on leur communique en permanence, mais c'est un petit peu, on a parfois l'impression que certains se laissent porter et c'est important que les choses soient prises en main par les uns et les autres. C'est de plus en plus et de mieux en mieux fait, mais c'est quand même une nécessité. C'est la difficulté en fait d'être une partie du salon. C'est une partie du salon, donc les exposants focalisent sur le salon et oublient cette partie de rendez-vous qui souvent maintenant de plus en plus est inclus dans la participation salon. Et je pense qu'on va en parler après, mais c'est ce qu'on risque d'avoir sur le digital et le présentiel. Quand on va avoir des événements hybrides, je pense que beaucoup d'exposants ne vont pas mesurer l'intérêt de bien se préparer pour l'événement hybride qui va précéder l'événement physique. Donc on risque d'avoir un peu la même problématique pour certains. Est-ce que vous avez du coup des exemples concrets ou des conseils vraiment dans le concret à donner aux entreprises pour se préparer à ce type de salons digitaux? Alors, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, c'est que ce soit physique ou non physique ou digital, quoi qu'il arrive, il faut se préparer, ça c'est évident. Concrètement, ça passe par... évidemment, peut-être des invitations auprès des prospects qu'on a eus sur des salons par le passé. Toutes les cartes qu'on empile, normalement, on ne doit pas les empiler. On doit les rentrer dans un tableau Excel ou dans un logiciel CRM qui nous permet de se dire, alors après, je comprends que sur certains métiers, parce qu'on a plusieurs métiers autour de nous, en tant que producteur, on n'a pas forcément le temps de tout le temps faire ça, mais c'est essentiel vraiment aujourd'hui. Et là, je pense où nous, en tant qu'acteurs des salons, on a un rôle à jouer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment de les accompagner et de leur
donner les ficelles en leur disant n'oubliez pas de préparer votre salon, n'oubliez pas de répondre. Nous, sur Upwine, en fait, ils se rencontrent pendant une semaine. Ils ont une semaine pour se rencontrer, discuter, s'appeler, échanger par message, par mail. Tout est disponible. Et c'est à l'issue de cette semaine que les producteurs peuvent valider l'envoi d'échantillons ou non. Et c'est cette semaine-là qui est vraiment un enjeu, et il faut se dire voilà, je prends le temps tous les jours de répondre aux mails, répondre aux demandes de tarifs, répondre aux demandes de dégustation de coffrets, etc., pour que en fait ce salon soit un succès. Et ceux qui ont marché, c'est ceux qui avaient on va dire l'idée et l'envie de se dire voilà, cette semaine je me consacre à ce salon de la même manière que quand vous êtes sur un événement physique, et vous répondez aux tarifs, vous répondez aux demandes de coffret, et du coup l'acheteur qui est au bout se sent quand même engagé en se disant j'ai quelqu'un qui est là, tout le monde s'engage en fait, et du coup là on a vraiment une prise de conscience et de se dire voilà, le salon est en route, et ceux vraiment qui ont fonctionné, c'est ceux qui avaient une rapidité de réponse, quoi. Parce que quand vous êtes hyper nombreux en plus, alors nous on est limité en termes de participation, on est limité à 200 exposants. C'est un choix aussi de notre part, de par le fait qu'on veut que tout le monde ait une bonne visibilité, et on veut pas 1000 exposants sur la plateforme, parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, quand on fait un salon digital, il faut que tout le monde ait sa chance de pouvoir avoir des rendez-vous, etc. Quand vous êtes plusieurs producteurs d'une même région, moi j'ai été acheteuse, si un jour je vais chercher des renseignements et que j'ai un domaine qui met 4 jours à répondre, ou j'ai un autre producteur qui dans l'heure m'a répondu avec un kit média, un tarif, des plaquettes et des fiches techniques, je me dis waouh, entre les deux ça va être vachement plus simple de travailler avec celui qui m'a répondu plus vite, quoi. Voilà, ça c'est un constat d'expérience de métier, et clairement ça se vaut partout et sur tous les événements, je crois, voilà, qu'ils soient digitaux ou physiques. Alors, je crois qu'elle a presque tout dit, évidemment. Après, il y a un point qui est super important. Pardon. Il y a un point qui est super important, c'est aussi de bien, pour un exposant, de bien isoler son objectif avant de participer à un événement. Parce que on fait pas les mêmes choses et on n'active pas les mêmes leviers en fonction de l'objectif qu'on poursuit. Certaines sociétés vont poursuivre un objectif d'image, de communication, ça existe encore vraiment. D'autres, de vouloir pénétrer un marché, et là, on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Donc, on est plus sur des sujets de prix, de promotion, d'aller dans le dur et d'avoir un message vraiment, entre guillemets, agressif. Donc, très clairement, c'est très important d'identifier ça en priorité, de savoir quel est le bon discours et les bons chemins à suivre et à utiliser, parce que en face, on va pas toucher les mêmes personnes. Et en fonction du message qu'on adresse, ça fait mouche ou ça fait pas mouche. Donc, être trop généraliste dans son approche sur un salon, digital ou physique, c'est compliqué. Et tous les outils ne sont pas adaptés à tous les exposants. Donc, c'est pour ça qu'on propose en général des palettes qui sont assez larges sur les deux propositions. Alors, moi, je peux rien rajouter sur la partie physique. En revanche, sur le digital, des petits détails, des petits conseils que je pourrais donner à des producteurs. Ils sont pas sur leur stand. Donc, il n'y a pas la décoration du stand autour d'eux. Ils sont souvent dans leur bureau. Les outils digitaux permettent de mettre des beaux fonds d'écran. Donc, c'est ce qui est conseillé. Avoir la photo de vacances accrochée sur le mur, c'est hyper sympa. Mais bon, c'est moins bien que d'avoir un fond d'écran avec les vignes, un joli fond d'écran. Pareil, de rendre vivant l'entretien en digital, parce que c'est aussi la complexité. C'est qu'on n'est pas face à face, donc c'est plus difficile de convaincre. Donc, éventuellement, préparer un petit PPT qui peut être projeté. Préparer une petite vidéo qui peut rendre aussi l'entretien un peu plus vivant. Ça, c'est des petits détails, mais qui font la différence, je pense, sur un entretien en digital avec un importateur en face, qui font la différence par rapport à l'autre, par rapport à son voisin. Oui, c'est vrai que je pense que effectivement, il ne faut pas négliger cette communication visuelle, ne serait-ce, je ne sais pas si vous l'avez cité, mais par exemple, fournir un logo de qualité. Voilà, ça passe vraiment par aussi des petits détails comme ça qui paraissent tout simples, mais qui ont toute leur importance, même sur une page.
qui va être visité au cours de ce type de salon. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, Anaïs, que avoir 1000 vignerons sur ta plateforme, c'était trop parce que les gens se perdaient. Et effectivement, ça, c'est complètement vrai. Ça, c'est vérifié. Ouais, il ne faut pas faire des usines à gaz en digital. Et le conseil aussi qu'on peut peut-être donner aux exposants, enfin aux sociétés qui vont s'appuyer sur le digital pour faire la promotion de leurs produits et pour vendre, c'est de faire des mises en avant, des mises en avant d'appels, c'est-à-dire des choses qui soient simples, qui soient lisibles, compréhensibles. Et en fait, le premier pas à faire, c'est de créer le lien. Enfin, ça, il faut jamais l'oublier. C'est ça qui est super important, c'est de créer le lien, de créer un vrai contact. C'est pour ça que les chats vidéo, c'est hyper important sur toutes ces plateformes. Et puis après, on va plus loin. Mais noyer un prospect ou un futur client avec une offre pléthore qui ne sait plus où il en est, en fait, c'est contre-productif. Et du coup, il faut aussi ne pas vouloir en faire trop. Même dans les textes de présentation qui sont fournis par les entreprises, même un texte en anglais, d'avoir une traduction de qualité, même si c'est juste pour une ou deux phrases, je pense que ça peut avoir toute son importance. On est très attentif à ça chez Hopwine parce que l'ADN du salon est faite sur le physique, sur le digital, j'y arrivé. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, l'un des 3 fondateurs, qui est donc Mathieu Lochkevies, qui gère l'agence Timéo et donc de métier graphiste, donc l'aspect on va dire visuel est vraiment très travaillé. On veut ça, c'est clair. Et la partie logo, la partie texte, on y est sensible parce que déjà les logos sont utilisés sur les étiquettes des vinotes, donc on ne peut absolument pas se permettre d'avoir de la basse définition parce que c'est ce qui va arriver devant l'acheteur. Et c'est ce qui va représenter la marque du viticulteur ou du producteur. Donc, c'est essentiel que ce soit de bonne qualité. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on y est très sensible. Et justement, le fait qu'on n'ait que 200 exposants nous permet de pouvoir être attentif à ça et de ne pas faire du volume pour faire du volume, quoi. On est vraiment là pour vraiment faire très attention à tout ça. Clairement, quand on est sur des événements, si on veut des événements, on va dire, très orientés business et très efficaces sur le digital, j'en rajoute une couche, mais c'est effectivement des événements qui doivent être à taille humaine. Nous, on limite encore plus, puisque nous, on n'est jamais monté au-delà de 30 producteurs. Mais bon, on est sur un système de rendez-vous préprogrammés, donc il y a toute une organisation derrière. Mais c'est effectivement hyper important, et vous avez raison, aussi sur Hopwine, de limiter à 200. C'est pour ça que nous, la première expérience de Natexpo Digital en 2020, elle était un petit peu une sorte d'usine à gaz, mais qui avait le mérite d'exister. Donc, c'était très bien. Mais on a beaucoup simplifié cette approche pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir une lecture ultra simplifiée, d'arriver au bon endroit, très clairement, mais d'avoir une lecture simplifiée et surtout très vite de pouvoir rentrer en contact visuel et presque physique, du coup, avec les exposants. Alors, je fais juste une nuance. Quand je le dis des événements à taille humaine, c'est je pense à des événements 100% digitaux. 100% digitaux. Après, quand on passe sur on va peut-être en parler après, quand on passe sur de l'hybride, c'est un peu différent puisque ça vient en accompagnement d'un salon où il y a forcément beaucoup plus d'exposants. Oui, mais c'est justement la raison pour laquelle il ne faut pas qu'un événement hybride, ce soit d'un côté le salon physique et de l'autre côté un salon digital qui soit le calque exact du salon physique. Parce que là, pour le coup, on se perd. Et quand on est sur des salons qui sont de gros salons, alors là, ça devient très compliqué à lire, en fait. Non, mais l'hybride nous permet de faire exactement ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire de garder un lien toute l'année entre les exposants et les visiteurs. Et du coup, quelle place, au final, une entreprise, à ce jour, doit-elle, peut-elle accorder au digital dans sa stratégie de prospection ? Tu veux commencer, Olivier ? Alors, je vais revenir un petit peu, moi, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le digital peut être un pré-outil avant d'entrer sur un salon. Un pré-outil pour tester un marché. Alors, c'est vrai que je vais parler vraiment de notre spécialité, c'est-à-dire vraiment le grand export. Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'une entreprise peut réserver une part de son budget qui était prévu, on va dire, sur du présentiel, sur une partie de digital, pour tester à moindre coût, et ensuite aller sur des événements physiques. Je pense que ça doit servir à ça. En tout cas, nos formats d'événements peuvent servir à ça.
Je suis complètement d'accord avec toi et c'est même de décupler la possibilité de rentrer en contact avec les uns et les autres. C'est-à-dire que lorsqu'un exposant expose physiquement sur un salon, notre objectif et son objectif, c'est d'avoir un maximum de contacts utiles. Maintenant, lorsqu'on est sur un outil digital qui est conçu intelligemment et qui permet cette prise de contact, on peut arriver à toucher 1000, 2000, vraiment 1000, 2000 personnes, voire plus, ce qui sur un salon physique est plus compliqué. Donc, du coup, c'est vraiment un complément. Et pour répondre à ta question, Carole, très clairement, pour moi, c'est un outil indispensable et les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui construire une stratégie de développement sans intégrer les outils digitaux quels qu'ils soient, parce que la crise a complètement accéléré l'usage de ces outils pour les uns et les autres, et qu'aujourd'hui, c'est complètement naturel. La preuve, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est complètement naturel de rentrer en communication avec quelqu'un à travers des écrans, et ça passe très bien au final. Ouais, je rajouterai juste une chose, c'est que ça va en plus dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, on veut limiter les déplacements, l'histoire de l'empreinte carbone, etc. Et puis on le voit dans les entreprises aussi, où de plus en plus de réunions se font en visio. Il y a une grosse partie des réunions physiques qui ont été annulées pour faire de la réunion visio. Donc c'est vrai que c'est dans l'air du temps en plus. Je rejoins votre analyse. Nous, en tout cas, au sein d'Upwine, la vocation est de compléter les salons physiques. Ayant moi-même participé à des salons physiques par le passé, le plus difficile, c'est de tenir 3 jours, d'avoir des rendez-vous pleins, l'agenda plein pendant 3 jours. Là, en fait, sans bouger du domaine, on arrive en moyenne sur les salons Upwine, les producteurs avaient entre 25 et 30 contacts, 30 prospects sur la plateforme, ce qui est quand même assez énorme, puisqu'ils pouvaient carrément sélectionner le type de visiteurat qui les intéressait. Donc si par exemple ils avaient déjà un importateur présent sur le Japon ou la Chine ou aux États-Unis, ils pouvaient complètement blacklister cette zone pour dire bon bah voilà, les importateurs américains, j'ai déjà quelqu'un, ou les importateurs de cet État, je ne pourrais pas leur répondre. Donc ça, c'était des filtres qui permettaient vraiment de pouvoir vraiment qualifier le visitorat du viticulteur ou du producteur. Et pour continuer dans ce qu'on disait, c'est que je pense clairement que le digital va compléter le physique, va faire gagner du temps à tout le monde, parce que qu'on soit sur Provine, qu'on soit sur Wine Paris, qu'on soit sur Millésime Bio, quand vous enchaînez en tant qu'acheteur une vingtaine ou trentaine de rendez-vous dans la journée, compliqué. Et ça permet de prendre le temps, ça permet de prendre le temps de vraiment connaître ceux à qui on veut faire des achats pour le futur, quoi. Et puis vraiment de qualifier cette rencontre physique qui du coup, on se dit, bon, bah, on va se déplacer pour quelque chose de valable et pas juste pour faire de la voiture ou de l'avion, quoi. Et ça, c'est, je pense, aujourd'hui, en 2021, avec les empreintes carbone, avec toute la partie environnementale, c'est essentiel et il faut réfléchir avant de se déplacer, quoi. D'accord, donc on comprend déjà, on met déjà bien en avant cette notion de complémentarité entre les salons qui se tiennent en digital et en présentiel. Et quels sont pour vous les changements que va subir le milieu de l'événementiel dans les années à venir depuis tous ces bouleversements? J'ai pas la prétention de m'appeler Madame Irma. C'est compliqué de dire qu'est-ce que... Je pense que là, pour le coup, moi, personnellement, je suis pas bien placée pour savoir ce qui va se passer en tant qu'événementiel physique, parce que je ne suis pas issue de ce milieu-là. Je pense que la mieux placée, ça va être toi, parce que pour le coup, tu connais puis toi, Olivier, parce que tu le faisais aussi en physique avant. En tout cas, pour ma part, nous, on va continuer, ça c'est sûr, et on va complémenter le physique. Voilà. Alors,
je crois que ce qu'on a constaté, et comme je le disais au tout début de cette intervention, il y a toujours des choses positives dans des situations compliquées. Ce qu'on a constaté, c'est que nous avons en face de nous des exposants qui avaient jusqu'à il y a quelque temps l'habitude de s'accrocher à une donnée qui était le nombre de visiteurs qui venaient sur un salon. Là, on s'est rendu compte qu'avec les jauges qui avaient été installées sur les salons, avec l'impossibilité pour les uns ou les autres de se déplacer physiquement sur les salons, et lorsque les salons ont ouvert, il y avait un peu moins de visiteurs, mais que les personnes qui se sont physiquement rendues sur place étaient des gens qui étaient véritablement hyper intéressés, hyper concentrés sur leur sujet et alors véritablement contents d'être là. En plus, il y avait ce sujet-là. Donc du coup, je pense qu'ils vont intégrer de manière très simple l'idée que participer à un salon, c'est physiquement se rencontrer, mais ne plus attendre à avoir des milliers de personnes dans les allées qui sont là pendant 3 ou 4 jours. Mais c'est donc participer à un salon, rencontrer les bonnes personnes. C'est pas grave s'il y en a moins, parce qu'on peut en rencontrer d'autres grâce aux outils digitaux qui sont mis en place toute l'année et qui permettent du coup aux uns et aux autres de continuer à établir ces contacts. Pour moi, c'est vraiment le principal changement que j'y vois et c'est plutôt une bonne chose en fait, d'arrêter la course aux chiffres qui ne veut pas forcément dire grand-chose, notamment sur les salons professionnels. Sur les salons grand public, c'est un petit peu différent, mais sur les salons professionnels, non. Alors, moi, je rajouterais autre chose, ce qui est lié à ce qu'a dit Anaïs juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que... Alors, je vais parler spécifiquement sur les salons professionnels et internationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une concentration d'événements parce que le visiteur international va vraiment sélectionner un rendez-vous, 2 rendez-vous maximum par an pour se déplacer, particulièrement le grand export. Donc, je pense que la période que l'on a vécue va avoir ce type de conséquences en concentration d'événements de taille, enfin d'événements internationaux. Moi, je parle particulièrement dans nos secteurs. Bon, aujourd'hui, il y a Provagne, il y a Millésime Bio, il y a Wine Paris, il y a Vinexpo. Bon, je ne sais pas combien il en restera, mais je pense qu'effectivement, il y en aura moins dans un futur proche parce que l'outil digital permet à ces visiteurs internationaux de rencontrer toujours des producteurs d'une manière différente. Donc, je pense que ça sera une des évolutions. Après, il restera toujours des salons professionnels. Effectivement, grand public, c'est différent. Et puis, des salons professionnels qui visent uniquement le marché national, enfin le marché domestique ou régional en fonction de la localisation. Moi, je sais que si à l'époque, quand j'étais à l'export, j'avais eu la chance d'avoir du digital pour me faire un carnet d'adresses avant d'arriver sur des salons physiques, je pense que ça m'aurait quand même épargné peut-être 1 an et demi de recherche, de prise de contact, de salon, etc. Là, on gagne un temps assez fou avec le digital et ça, c'est à noter pour le futur. C'est le gain de temps et aussi le gain économique quand même parce que y a pas de déplacement, il n'y a pas de nuitée à l'hôtel, il n'y a pas tout ça, quoi. Et moi, je rajouterais aussi sur une zone que je connais particulièrement bien, qui est l'Asie. Il y a pléthore de salons vins maintenant en Asie. Bien sûr. Il y en a. Si on veut participer, si un producteur veut participer à tous les salons, il va se déplacer 10 fois. Il y a Hong Kong, il y a Shanghai, il y a Singapour. Bon, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Et il va falloir qu'il y ait un salon qui ressorte peut-être en Asie pour un déplacement dans l'année. Et justement, tous les outils digitaux auront permis de préparer ce salon. Exactement. Et après, sur la partie, alors c'est aussi une de nos particularités, mais sur la partie grand public, c'est-à-dire ce que j'expliquais au début, le direct producteur qui vend à un consommateur final dans le cadre de salons grand public. Donc là, ça a été évidemment complètement heurté à cause de ce qui s'est passé. Néanmoins, on s'aperçoit qu'ils ont eux et les visiteurs une vraie appétence à se retrouver physiquement, mais que la proposition digitale de référencer ces produits et ces marques sur une place de marché qui répond à des critères très spécifiques qui sont très exactement ceux du salon, donc la promesse est tenue sur la qualité des produits, les certifications, etc. Ça permet aussi de développer son chiffre d'affaires, de respecter également toutes ces problématiques donc d'empreinte carbone, etc. et de pouvoir développer son réseau et continuer d'être vu. Donc, on s'aperçoit que ce soit pro ou grand public, l'outil digital, c'est maintenant vraiment la 3e jambe d'une stratégie commerciale.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a quand même fait bien le tour et on a évoqué énormément de choses, je pense, qui vont intéresser toutes les entreprises qui nous regardent. Juste, si je peux vous demander à tous les trois, très rapidement, pour un petit peu résumer tout ce qu'on a dit, un conseil ou une idée ou un élément clé qui pourrait aider les entreprises à se décider à se lancer un petit peu dans ce type de salons digitaux. Eh bien, si vous décidez de faire du digital, préparez-vous. Voilà. Prenez pas ça à la légère et on est là pour vous accompagner à ça. On est là pour... on a comme but que ce soit un succès pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'exposant comme pour l'organisateur et pour l'importateur qui est à l'autre bout de la planète. Donc vraiment, le digital aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, mais c'est pas juste une mode en fait. C'est un outil de travail aujourd'hui et c'est un outil de prospection à ne pas négliger, loin de là, et vraiment je pense aujourd'hui, on a différents acteurs sur le marché qui nous permettent clairement de gagner et du temps et de l'argent et vraiment d'avoir de belles rencontres à suivre, clairement. Là, sur 2022, nous, on a d'ores et déjà prévu les 4 prochains événements. Les sorties de dates vont se faire là, cette semaine et le nouveau site internet va être en place à partir de demain. Donc, clairement, c'est parti pour 2022 pour nous. Je suis forcément d'accord, en fait, puisque nous aussi, tout a été, ça y est, tout est programmé, tout est parti pour 2022, et puis ça va pas s'arrêter. Donc, je pense même qu'on peut imaginer aller un peu plus loin, c'est-à-dire à partir de dans quelques temps, proposer une participation physique au salon avec les outils digitaux qui renforcent la participation physique de facto et dès le début. Donc voilà, avec des conseils évidemment qu'on vous apportera parce que c'est super important et qu'on est tous des équipes, comme le disait Anaïs, qui sont là pour une seule chose, c'est vous permettre de vous développer, vous permettre d'être dans le succès et de s'appuyer sur nous comme des lampes de rancement pour que vous alliez plus loin. Donc on est là pour ça. Alors oui, moi je rajouterais que malheureusement aujourd'hui la visibilité est pas toujours bonne. On ne sait même pas, on va encore savoir incessamment sous peu s'il y a de nouvelles mesures. Donc je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, si vous voulez continuer à travailler vos marchés export, testez le digital. De toute façon, il y a très peu d'événements physiques encore possibles. Et puis moi, je pense encore à la deuxième partie de 2021, parce que 2021 n'est pas fini. Effectivement, il faut préparer 2022. Mais 2021, on a encore un certain nombre d'événements, nous, que l'on organise sur 2021. Et on a décidé aussi d'adapter notre format d'événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, mais aussi sur l'Europe. On va avoir une session sur la Pologne et une session sur l'Allemagne. Donc j'ai envie de vous dire tout simplement de tester le digital et je pense qu'après, vous serez convaincus que c'est un outil complémentaire pour développer votre entreprise. Bien, merci beaucoup à tous les trois. Cette première table ronde touche à sa fin. On va laisser la place pour la deuxième table ronde qui va commencer dans quelques minutes. Juste si on pourrait tirer une conclusion à tout ce qui a été dit ce matin, peut-être que les moyens de prospection au final vont continuer à évoluer. Le digital ne remplacera jamais le présentiel, mais il peut en être complémentaire. Et il reste évidemment important de ne pas négliger sa préparation à un salon digital en la soignant tout autant que ce que l'on ferait pour un salon en présentiel. Voilà, merci encore à nos trois intervenants. Merci Anaïs, merci Valérie, merci Olivier. Carole. Merci également à toutes les entreprises qui nous ont suivis ce matin et celles qui regarderont cette table ronde en replay qui sera bien entendu disponible. Merci également à la mêlée et au village Baïséa pour leur accueil aujourd'hui. Merci.